Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Albert, je suis président du CNCH et j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir donc, pour la troisième quotidienne donc, de l'ESC, qui est 100% digital cette année, avec nos deux experts, donc Radouane Hakim, qui est cardiologue interventionnel à Chartres, et Jérôme Taïeb, qu'on ne présente plus, qui est rythmologue interventionnel donc à Aix-en-Provence. Et puis, je tiens à remercier Émilie, surtout qui est notre secrétaire du CNCH, qui est en backup et qui vous enverra dès demain matin donc, le replay. Ils vont nous résumer un peu leur coup de cœur dans les deux thématiques préférées, la cardiologie interventionnelle et la rythmologie interventionnelle. Aujourd'hui, en cardiologie interventionnelle, on a eu trois grandes études, Twilight, Tomahawk et Ripcord 2. Vous êtes plus de 750 inscrits ce soir. Et donc, sans perdre de temps, je vais donner la parole tout de suite à Radouane pour nous résumer ces trois grandes études en cardiologie interventionnelle. À toi, Radouane. Merci Franck, merci au CNCH pour l'invitation à ce webinaire consacré à l'ESC. Alors, j'essaie de me mettre en plein écran. En bas à droite. Ouais. Alors, puisque c'est l'heure de passer à table, je vous propose un menu ESC. Et ce menu ESC est composé d'une entrée, une entrée légère, donc avec Twilight HBR. Il s'agit de durée de la bithérapie antérieur plaquettaire. On passera ensuite au plat de résistance qui est plus consistant avec Tomahawk et l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. Pour finir avec un dessert où je suis sûr vous prendrez bien un petit peu de FFR. On commence donc par Twilight. Vous vous souvenez tous de l'étude Twilight qui a été publiée il y a maintenant 2 ans. Elle s'intéresse à la durée de la bithérapie antiagrégante plaquettaire dans les syndromes coronariens aigus. Les patients avaient 3 mois de bithérapie, aspirine, ticagrelor, et au bout de 3 mois, ils étaient randomisés soit monothérapie, ticagrelor seul, soit on poursuit la bithérapie, aspirine, ticagrelor à 12 mois. Le résultat est sans appel. On note une nette diminution des hémorragies sans surrisque ischémique. On passe maintenant à Twilight HBR, qui est donc la sous-étude de Twilight qui s'intéresse aux patients à haut risque hémorragique. Dans cette cohorte, il y avait 17% de patients à haut risque hémorragique selon les critères ARC. Donc, on va maintenant regarder en détail les deux groupes, haut risque hémorragique et non à haut risque hémorragique. Sans surprise, les patients à haut risque hémorragique vont bien sûr plus saigner que les patients non à haut risque hémorragique, que l'on regarde tous les saignements ou uniquement les saignements majeurs. Lorsque l'on regarde maintenant selon les bras, vous voyez que l'écart entre les courbes rouges est plus important que l'écart entre les courbes bleues. C'est-à-dire que la diminution, la réduction des hémorragies est plus importante dans le bras à haut risque hémorragique, même si on diminue les hémorragies dans les deux bras, à haut risque hémorragique et bras non à haut risque hémorragique, lorsque on met une bithérapie courte. Comme souvent, ces patients à haut risque hémorragique sont également à haut risque ischémique et vous voyez qu'ils présentent plus d'événements cardiovasculaires. Par contre, dans aucun des deux sous-groupes, il n'y a de surrisque ischémique. Donc, on est safe avec une bithérapie raccourcie à 3 mois et la poursuite d'une monothérapie par ticagrelor seul. Donc, si on résume cette étude, il s'agit de patients, donc cette sous-étude plutôt, il s'agit de patients à haut risque hémorragique qui présentent un syndrome coronarien aigu, qui sont randomisés entre une bithérapie à 12 mois et une bithérapie 3 mois, suivie d'une monothérapie par ticagrelor seul, et cette dernière va permettre de réduire les hémorragies mineures et majeures sans augmenter les événements ischémiques. Et ce bénéfice est d'autant plus important que le patient est à plus haut risque hémorragique. Donc, plus on est à risque hémorragique, et plus il faut réduire la durée de la bithérapie. On passe ensuite à Tomahawk. Tomahawk s'intéresse aux arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Faut-il leur faire une choro immédiatement ou non? L'hypothèse de cette étude, c'est que dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, sans élévation du segment ST, le fait de faire une coronarographie immédiate et en routine est supérieur à une stratégie de coronarographie retardée et sélective en termes de mortalité à 30 jours. Pour cela, ils ont designé l'étude comme suit. Ils ont inclus des patients de plus de 30 ans qui ont présenté un arrêt cardiaque extra-hospitalier récupéré et ils ont exclu les patients qui présentent un sus-décalage du segment ST ou qui ont une instabilité hémodynamique ou rythmique sévère ou si, bien sûr, il existe une cause extracardiaque évidente.
plus de 500 patients ont été randomisés, soit coronarographie immédiate, soit coronarographie sélective et retardée. Donc, tous les patients n'ont pas obligatoirement une coronarographie dans ce groupe. Et le critère primaire est la mortalité à 30 jours. Bien sûr, dans le bras coronarographie, quasiment tous les patients ont eu une coronarographie. Par contre, dans le bras coronarographie retardée, seuls 2/3 des patients ont eu une coronarographie. Et le timing de cette coronarographie, c'est en moyenne 2 jours, alors que dans le bras coro immédiate, elle est faite dans les 3 heures en moyenne. L'autre chose importante, c'est qu'une lésion coronaire déclarée coupable est retrouvée plus souvent dans le bras coronarographie retardée et sélective. Et en plus, ces patients étaient plus souvent coronariens, forcément, puisqu'ils étaient sélectionnés. On ne faisait pas la coronarographie à tous les arrêts cardiaques dans ce groupe-là. Le critère primaire qui est la mortalité, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Que l'on fasse la coronarographie de façon immédiate ou de façon sélective et retardée, la mortalité est la même. Par contre, il y a plus de déficits neurologiques sévères dans le groupe angiographie immédiate, et voire même une tendance à plus de dialyse, mais sans que cela ne soit significatif. Donc, si on résume cette étude, il s'agit de patients qui présentent un arrêt cardiaque extra-hospitalier avec une possible origine cardiaque, que le rythme soit choquable ou non, et qui n'ont pas de sus-décalage du segment ST. Dans ce cas précis, la stratégie de coronarographie immédiate systématique n'est pas bénéfique en termes de mortalité à 30 jours par rapport à une stratégie de coronarographie sélective et retardée. Et ces résultats vont dans le même sens que l'étude COACT qui a été publiée il y a quelques années, où là, il s'agissait uniquement de rythme choquable, toujours sans sus-décalage du segment ST, et là, il n'y avait pas non plus de différence de mortalité, cette fois à 90 jours. On passe maintenant à la troisième étude qui est RIPCORD 2, qui s'intéresse à la FFR. Alors, avant RIPCORD 2, il y a quelques années a été publiée l'étude RIPCORD par le même groupe. Il s'agit d'une étude britannique. Ils avaient inclus plus de 200 patients. L'idée, c'est que c'était de la FFR tout venant chez des patients avec une douleur thoracique stable, tout venant. Il y avait un premier opérateur qui faisait la coronarographie, et s'il y avait des lésions de plus de 30% sur au moins une artère, on lui demandait quelle était sa stratégie thérapeutique. Traitement médical, angioplastie, pontage, ou alors j'ai besoin de plus d'informations. Et là, à la fin de cette étape-là, le coronarographiste sortait de la salle et un deuxième coronarographiste arrivait pour faire la FFR sur toutes les lésions de plus de 30% et les artères de plus de 2,25 mm. Il faisait donc la FFR et une fois qu'on avait le résultat, on rappelait le premier coronarographiste, on lui donnait les résultats de la FFR et on lui disait maintenant, quelle est ta stratégie thérapeutique, médicale, angioplastie, pontage, où j'ai besoin de plus d'informations. Et la stratégie de traitement a été modifiée chez un quart des patients après la réalisation de la FFR. RIPCORD 2 est une étude plus ambitieuse qui est randomisée. Et donc, dans RIPCORD 2, l'idée, c'est de savoir si le fait de réaliser une FFR systématique dans l'évaluation de la coronaropathie chez des patients stables ou stabilisés est meilleure qu'une stratégie thérapeutique liée juste à l'angiographie, et ceci en termes d'utilisation de ressources et de qualité de vie. Pour cela, ils ont donc fait une étude randomisée multicentrique, et les critères de jugement, il y avait 2 critères primaires. Le premier était un critère économique, donc c'était le coût total à 12 mois, et le deuxième, c'était la qualité de vie, toujours à 12 mois. Ils ont donc randomisé 1100 patients qui avaient au moins une lésion supérieure à 30% sur une artère de plus de 2,25 mm, donc considérée comme soit stentable, soit traitable par pontage. Il y avait donc plus de 500 patients dans chaque groupe, angiographie seule ou alors angiographie plus FFR systématique. Et vous voyez sans surprise que le groupe FFR, dans le groupe FFR, les coronarographies duraient plus longtemps, il y avait plus d'utilisation de contraste et plus de rayons. Et les FFR étaient réalisés dans beaucoup d'artères, puisque 4 artères en moyenne avaient une FFR dans le groupe FFR contre bien sûr 0 dans le groupe angiographie. Et il y avait des complications dans le groupe FFR liées à la FFR. Il s'agissait notamment de dissection coronaire liée au guide de FFR. Lorsque l'on regarde maintenant la stratégie, donc la stratégie globale n'a pas été modifiée.
par l'utilisation de la FFR. Par contre, dans le groupe angiographie seule, il y a plus de recours à un test complémentaire. Le plus souvent, il s'agissait d'IRM cardiaque ou d'échographie de stress. Les critères primaires, donc le critère économique et le critère de qualité de vie, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, angiographie seule ou angiographie plus FFR. Et lorsque l'on regarde les événements, il n'y a pas non plus de différence, quel que soit l'événement que vous regardez, pas de différence entre les deux groupes. Donc, Ripcord 2 nous dit quoi? Elle nous dit que l'évaluation par FFR systématique chez tous les patients stables ou enstémie stabilisée ne montre pas d'avantage par rapport à une évaluation par angiographie seule. Certes, il n'y a pas de surcoût, mais il n'y a pas de différence en termes de qualité de vie et d'angor à 1 an. Il n'y a pas de modification de la stratégie thérapeutique. Par contre, les procédures sont plus longues, plus de rayons, plus de contraste et même plus de complications, même si elles restent peu nombreuses. Donc, il est probable que la FFR présente un plus grand intérêt clinique lorsqu'elle est plus ciblée, lorsque l'on envisage de revasculariser, notamment par angioplastie des pluritronculaires, plutôt que de manière systématique sur toute lésion de plus de 30%. Et pour finir, je suis sûr que vous prendrez un peu de digestif. Donc, je vous parle de l'étude ACS2 juste en une slide pour vous dire que, pour une fois, le stenting carotidien tire son épingle du jeu par rapport à la chirurgie, lorsque l'on compare donc à la chirurgie carotidienne d'endartérectomie, chez des patients qui présentent une sténose carotidienne sévère et qui sont asymptomatiques, donc vraiment asymptomatiques, en termes d'AVC invalidant ou d'AVC fatal. Donc, c'est voilà une belle étude. Je vous remercie pour votre attention. Merci Radouane. Alors, on a juste 4 minutes pour une petite question. C'est vrai que moi, mon coup de cœur pour cette ESC, c'est un peu le raccourcissement de la dithérapie antiplaquettaire après un stent coronaire. On a eu Master DAP donc avec Jean-Philippe Collet qui était hier. Là, on a Tweetline chez les patients à haut risque hémorragique. Donc, 2 études qui nous autorisent à raccourcir la dithérapie antiplaquettaire chez des patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu pour Tweetline. Donc, quel médicament vas-tu arrêter, toi, en pratique et comment tu vas gérer finalement? Alors, la question, effectivement, c'est qu'est-ce qui est mieux? C'est d'arrêter l'aspirine ou d'arrêter l'anti-P2Y12? Tu peux départager ton écran. Oui. Parfait. Donc, la question, effectivement, c'est est-ce que j'arrête l'aspirine ou est-ce que j'arrête l'anti-P2Y12? Dans Twilight, ils ont choisi d'arrêter l'aspirine et on poursuit le ticagrelor. Dans Master DAPT, on pouvait faire comme on voulait. L'investigateur était libre de faire ce qu'il voulait et dans 28% des cas, c'était l'aspirine qui était arrêtée. Par contre, dans Master DAPT, ce que l'on voit, c'est que le prasugrel était utilisé dans seulement 1% des cas. Donc, ce que l'on peut dire, si l'on regroupe les 2 études, c'est qu'on peut arrêter l'aspirine, on peut arrêter le ticagrelor, on peut arrêter le clopidogrel, on peut arrêter le prasugrel. Par contre, on n'a pas de data qui nous disent qu'on peut poursuivre le prasugrel seul. Donc, on peut faire ce qu'on veut, mais pas poursuivre le prasugrel seul, parce qu'on n'a pas de data qui nous permettent de le faire. On peut poursuivre donc soit l'aspirine, soit le ticagrelor, soit le clopidogrel seul. D'accord. On est d'accord, c'est 3 mois, quoi, à peu près. Alors, 3 mois et Master DAPT, c'est 1 mois. Donc, plus le risque hémorragique est important, plus on aura tendance à raccourcir. D'accord. Alors, Thomas Walk, finalement, quand le SAMU t'appelle la nuit pour un arrêt cardiaque, tu refuses de faire la coro maintenant? Bon, c'est la nuit, donc déjà, ça m'arrange un peu, mais en dehors de ça, donc on a quand même 2 études maintenant qui nous montrent que dans l'arrêt cardiaque, effectivement, extra-hospitalier, si il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, et si bien sûr le patient n'est pas réveillé et qu'il nous dise j'ai une douleur, oui, on peut retarder la coronarographie. On peut se dire il faut faire la coronarographie parce que c'est un patient jeune, je veux le revasculariser. Mais d'abord, lorsqu'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, les causes cardiaques, c'est seulement dans 1 cas sur 2. Donc, vous allez faire une coro dans 1 cas sur 2 de façon inutile, avec tous les risques que cela comporte. Des lésions de reperfusion, si vous revascularisez une lésion, vous ne savez pas si elle est coupable ou pas. Des complications rénales également et des complications cérébrales lors de l'injection de produits de contraste dans ce contexte extra. Donc oui, je suis plutôt rassurée. Par contre, ce sont les réanimateurs, je pense qu'il va falloir convaincre parce que souvent, ils exigent la coronarographie avant de prendre le patient en réanimation. Et je pense qu'il faut donc qu'on leur montre ces études et qu'on discute avec eux et qu'on mette en place des protocoles pour ne pas réaliser la coronarographie de façon systématique.
D'accord. On a une question d'un orateur, d'un auditeur. Par rapport à la réduction de la durée de la DAPT, c'est n'importe quel stent actif? Alors, dans Master DAPT, oui. Par contre, pardon, dans Master DAPT, c'était un seul stent actif qui était utilisé, c'était l'Ultimaster. Par contre, dans Twilight, c'était n'importe quel stent actif. Donc, on peut le faire a priori avec les stents actifs de dernière génération. On peut le faire avec n'importe lequel. Après Record 2, du coup, tu fais faire moins de FFR dans ta pratique quotidienne? Non, je vais continuer à faire comme je faisais, c'est-à-dire des FFR ciblés, pas de FFR chez tous les patients comme dans Record 2, mais des FFR chez des patients chez qui j'envisage une angioplastie et qui ont des lésions intermédiaires et qui je ne sais pas si elles sont hémodynamiquement significatives ou pas. Ok. Bon, merci Radouane, parce que c'était un vrai challenge de faire ces résumés de ces 3 études aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a des messages pratiques importants. Alors Jérôme, ça va être à toi. Donc Jérôme, il va nous donner ses coups de cœur de la journée. Il y avait un gros pavé qui était les recommandations du pacemaker et de la resynchronisation, et puis l'étude Loop Study. Donc c'est à toi, Jérôme. Merci à tous, merci au CNCH, merci Franck, merci Walid, merci Émilie. Voilà, donc j'ai bien aimé d'ailleurs la présentation de Radouane et je note que donc les coraux en urgence la nuit pour les arrêts cardiaques, donc on va peut-être revoir un petit peu les choses. Donc voilà, un vrai impact. Bon, moi il me reste un petit peu de temps, j'espère que vous avez juste le temps de digérer, mais je vais vous offrir le fromage du coup. Donc mon coup de cœur, c'était de vous parler aujourd'hui des guidelines, des recommandations sur la stimulation cardiaque et la resynchronisation de 2021, donc qui actualise ce qui a été fait en 2013. Je rappelle qu'il y avait eu cette année, à l'ERA, un début d'informations sur ces recommandations, et puis donc le reste est dévoilé. Aujourd'hui, il y avait 25 experts dans la task force, dont 2 Français, Jean-Claude Doireau et Christophe Leclerc, qui étaient sur le plateau pour présenter. Et il y a eu 4 parties. La première partie, c'était la stimulation cardiaque simple et double chambre. La deuxième, c'était la resynchronisation. La première, c'était Doireau. La deuxième, c'était Christophe Leclerc, justement. La troisième partie, c'était donc Aran Barry qui a présenté des situations particulières. Et la quatrième, par Stark qui parlait dans une nouvelle section qui n'existait pas dans les anciennes recommandations, des problèmes de management de complications et de prévention de complications. Donc on commence tout de suite par la stimulation simple et double chambre, avec donc des rappels simples qu'il y a l'histoire clinique pour laquelle il faut bien insister, l'examen clinique, le CG, mais aussi l'aspect imagerie qui peut aller de l'écho, mais également jusqu'à l'IRM. Et vous verrez qu'il y a une place pour l'IRM. Je ne vais donc pas pouvoir vous détailler toute la série. Ici, c'était pour dire c'était en classe 1 d'ailleurs, chercher, si vous avez un doute, une apnée du sommeil. Mais j'ai voulu insister là-dessus. Vous avez une recommandation de classe 2A pour, si vous avez un patient de moins de 50 ans qui fait un trouble conductif, envisager de rechercher un problème génétique, et particulièrement s'il y a un cas index. J'essaie de passer à la suivante. Ensuite, il y a eu un point intéressant, ils ont insisté sur le moniteur implantable, enfin les haltères aussi, mais le moniteur implantable, et avec ce délai de 1 mois, si vous avez des symptômes, si le patient a des symptômes qui sont moins d'une fois par mois, d'utiliser volontiers le haltère implantable. Alors, on connaissait ça, mais disons que je trouve que c'est mis en 1A d'abord. Ensuite, c'est donc syncope inexpliquée, alors ça va évidemment normalement jusqu'au TIL test, ou autres symptômes qui sont suspectés d'être une cause de bradycardie. Donc voilà, le moniteur implantable devient assez facile à utiliser d'après ces recommandations. En tout cas, la main est large là-dessus. Autre élément important, c'est l'association FA dysfonction sinusale, la maladie de l'oreillette, donc et la place du pacemaker et de l'ablation de la FA. Et vous voyez que l'ablation de la FA, elle prend de l'importance encore, puisqu'ils disent que si vous avez l'indication d'un pacemaker pour une maladie de l'oreillette, ça rend bradytachie, eh bien, l'ablation de la FA devrait être considérée comme pour essayer d'éviter le pacemaker, surtout s'il y a des pauses post-FA. Donc ça, c'est en 2A. Et ils disent aussi que si vous avez l'indication d'implanter un pacemaker, eh bien, vous allez mettre un pacemaker, d'accord, sauf si l'ablation est préférée. Donc,
vraiment une place pour l'ablation, encore une fois, qui arrive se mêler au pacemaker dans ces maladies qui s'intriquent, hein, on le sait. Ensuite, autre information intéressante sur le sujet des pacemakers simples et double chambre, c'est la place de tout ce qui est dysautonomie, syncope réflexe. On sait qu'il y a eu plusieurs études cette année, l'année dernière, donc qui donnent une place en classe 1. Vous voyez, en classe 1, si vous avez une syncope qui est sévère hein, quand même, et puis après 40 ans aussi, donc qui est extrinsèque, donc clairement extrinsèque, et à ce moment-là, vous avez une indication de classe 1. Pour le syndrome carotidien, l'hyperreflexie sino-carotidienne, la même chose. Et puis, si vous avez une asystolie au TIL test, c'est aussi classe 1. Donc, vraiment, il y a cette notion-là. Alors, il faut préciser que ce sont des pauses qui doivent avoir de plus de 3 secondes avec symptômes ou, si c'est sans symptômes, de plus de 6 secondes. Ensuite, je vais surveiller l'heure. Peut-être que je ne pourrai pas tout faire parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, je vais sélectionner, essayer de vous dire vraiment le plus important. Les indications de pacemaker et donc la resynchronisation chez les patients qui ont… Alors, ça, c'était juste… Donc là, on arrive dans le domaine de la resynchronisation. Je dois dire une petite chose. C'était Christophe Leclerc qui l'a présenté. Il a dit que, et c'était intéressant, que contrairement à 2013, où il y a eu ensuite 2016 avec des recommandations de l'insuffisance cardiaque et il y avait des discordances, cette fois-ci, ils ont essayé d'accorder leur violon et donc vous devez retrouver les mêmes choses dans les 2 recommandations sur les sujets qui sont communs. Donc, chez le patient qui a une FA, qui n'est pas contrôlée et chez qui vous devez faire une ablation de la jonction, eh bien, à ce moment-là, si c'est une MRF, une insuffisance cardiaque moyenne, la fraction d'éjection moyennement altérée, eh bien, vous mettez plutôt un CRT. En revanche, chez celui qui a une fraction d'éjection préservée P, eh bien, à ce moment-là, c'est plutôt du pacing double chambre qui est préconisé en 2A. Ensuite, la stimulation ICN. La place de la stimulation ICN, évidemment, qui est candidate concurrente avec la resynchronisation. Donc, elle a sa place avec du 2A et du 2 et pas plus parce qu'il n'y a pas assez de preuves quand même. Ce sont des petites études. Et donc, en cas d'échec, voilà, il y a une place. Si vous n'avez pas réussi à faire une resynchronisation, avoir la sangle gauche, vous pouvez envisager la stimulation ICN. Ils disent aussi que chez les patients qui ont un BAV avec une stimulodépendance attendue, eh bien, vous ne devez pas hésiter à mettre une sonde veinée en plus. Voilà. Donc, c'est pour la sécurité. C'est assez logique. Ensuite, pour ce qui est des pacemakers sans sonde, leur place, c'est s'il n'y a pas d'accès veineux ou s'il y a un gros risque infectieux. Ensuite, ça pourrait, à ce moment-là, en 2B, alors ils l'ont mis qu'en 2B, c'est peut-être le futur, je pense, avec l'évolution des technologies, mais pas aujourd'hui en tout cas. Il y a une possibilité de discuter avec le patient qui pourrait choisir d'avoir un pacemaker sans sonde plutôt qu'un pacemaker conventionnel, mais je pense que quand même, il y a encore un peu de chemin et de progrès technologique avant de passer en 2A ou en 1. Alors, les différences entre 2013 et 2021, résumées ici sur la resynchronisation. Donc, si un patient qui doit avoir un pacemaker ou un défibrillateur qui stimulera d'ailleurs, et qui a déjà un pacemaker et qui développe une dégradation de la fonction VG, eh bien, l'indication d'upgrading, elle était en 1, elle est passée en 2A. Si vous avez une resynchronisation, la resynchronisation est préconisée plus que la stimulation conventionnelle chez le patient qui a une fraction d'éjection à moins de 40% et qui a une indication de stimulation pour BAV afin de diminuer la mortalité. Et là, on est passé de 2A à 1. Donc, en natif, ça a augmenté, en stimulé, ça a diminué. Et enfin, la resynchronisation chez un patient rétinusal avec une fraction d'éjection à 35% ou moins et une fraction d'éjection 130, c'est le chiffre qui est retenu donc par la science cardiaque, les recommandations de science cardiaque et ces recommandations-là, c'est ce chiffre-là qui a été retenu. Et un bloc de branche gauche, QRS, une morphologie, qui est une morphologie de bloc de branche gauche,
eh bien, à ce moment-là, pour améliorer les symptômes, il y a une indication de resynchronisation et là, c'est passé de 1 à 2A. Donc voilà là, une différence. Ensuite, pour ce qui est encore une fois de la resynchronisation chez les patients qui ont une FA symptomatique et une fréquence non contrôlée, qui doivent avoir une ablation de la jonction AV, eh bien à ce moment-là, vous avez une indication de resynchronisation. Donc mettez plutôt un bivet avec votre ablation du nœud AV. Vous voyez, bon, il y a eu des modifications en passant de 2A à A. On est quand même dans des… Moi, je trouve qu'entre 2A et 1, ce sont des nuances. Je ne dirais pas que ce sont des choses révolutionnaires. Voilà, on passe de 1 à 2A, de 2A à 1. Alors, la troisième topo a été fait par Uran Bari. Lui, il était chargé de parler des situations particulières. L'implantation donc d'un pacemaker après un infarctus, le délai qui sort, c'est 5 jours. C'est 1, mais c'est parce que c'est en fait un avis d'expert. Il n'y a pas d'études assez importantes. Ça a été dit pour attester de ce chiffre. Pour ce qui concerne le post-transplantation, eh bien, si vous avez une dysfonction sinusale, donc c'est 6 semaines qu'il faut attendre. Il faut essayer d'attendre 6 semaines. Et si vous avez une insuffisance chronotrope, c'est la même chose. Donc, il y a un délai pour que tout ça se mette en place à respecter. Il ne faut pas se jeter sur le pacemaker dans ce cas-là. Ensuite, chez les patients qui ont un remplacement valvulaire, la seule chose qui sort vraiment, donc, où il faut mettre un pacemaker et où on est assez d'accord, c'est si vous avez un bloc AV qui persiste, complet, mais ok, c'est facile. Et puis, s'il y a un bloc de branche, a fortiori alternant, qui est nouveau et qui n'était pas connu. Pour ce qui est de l'IRM, beaucoup de choses que l'on sait. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'était à droite, le fait que si vraiment on se retrouve devant une sonde abandonnée, normalement c'est contre-indication absolue, eh bien il est dit en fait qu'en classe 2B, il est possible de le faire si vraiment l'IRM est nécessaire, à condition de faire du 1,5 Tesla et de prendre des précautions. Donc une différence sur les sondes abandonnées. Le dernier topo, c'est Stark. C'était une nouvelle section qui n'existait pas. La gestion des complications. Donc, le 1 heure qui est bien affirmé pour mettre l'antibiotique juste avant l'intervention. Pour ce qui est de l'enveloppe, on sait que c'est préconisé dans le défibrillateur, mais là, c'est le pacemaker. Et donc, ça sort en 2B. Ils n'ont pas validé. Ça a été une discussion après sur le plateau pour dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour le pacemaker pour mettre une enveloppe. Pour ce qui est de la surveillance des pacemakers, eh bien, pour tout le monde, il faut faire entre 2 et 12 semaines après avoir fait l'implantation. Et ensuite, eh bien, pour les simples et doubles chambres, c'est en face à face 12 mois, puis 3, à la fin, ça devient 3 chiffres, tous les 12 mois. Et sinon, c'est 6 mois et jusqu'à 18 à 24 mois si vous avez la télécardiologie. Et pour la resynchronisation, c'est 6 mois en télécardiologie et tous les 12 mois en face à face. Je passe à la deuxième partie de fromage et dessert. C'était donc l'étude Loop. Alors, ça va aller vite, je vous rassure. C'est une étude qui avait une ambition de savoir si on pouvait déceler des patients grâce à nos outils de moniteurs implantables. Si on les implantait avec un moniteur implantable, est-ce qu'on pourrait prendre des patients à haut risque et déceler chez eux des FA et prévenir des AVC? C'était ça la question posée, en fait. Alors, comment est-ce que ça a été fait? Ça a été fait avec donc, des gens qui avaient plus de 70 ans, un de ces facteurs de risque-là. Et évidemment, il ne devait pas avoir de FA, pas de pacemaker, pas d'anticoagulation. Et ensuite, c'était 1 sur 3 qui avait qui était dans le groupe contrôle, soit ils avaient une implantation. Je suis gêné par les photos. Voilà. Et du coup, il y a eu un suivi de 64 mois. Le résultat, donc, pour ce qui concerne la découverte des FA, évidemment, on trouve plus de FA dans le groupe
moniteurs par rapport au groupe conventionnel. C'est un chiffre qui est supérieur à celui qui était attendu. On trouve 32% dans le groupe ILR et 12% dans le groupe contrôle. Ensuite, si on regarde le nombre excusez-moi, voilà, FA. L'anticoagulation, elle a été donc instaurée chez 91% des patients du groupe ILR qui avaient une FA et 87% dans l'autre groupe, donc pas chez tout à fait tout le monde. Le résultat, pardon, je vais descendre. Voilà, le résultat donc sur le critère primaire qui était AVC ou embolie systémique, il n'y a aucune différence. Donc en fait, c'est une étude qui est négative, qui n'a pas réussi à prouver ce qu'elle voulait. Alors j'ai été un peu vite au début pour vous dire que le critère de FA était après 6 minutes. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment un enregistrement de plus de 6 minutes. C'était le cut-off. Alors, la conclusion de cette étude, c'est que donc 6 000 patients avaient été screenés avec une randomisation de 1 sur 3, 50 suivis. Que donc, on a compris, le but, c'était de voir si on pouvait prévenir les AVC avec cette stratégie dans cette population. Que le critère, c'était 6 minutes et que ce endpoint numéro 1, le stroke ou accident vasculaire systémique, ne sort pas. Et donc, on a des questions qui se posent, c'est-à-dire que est-ce que le 6 minutes, c'est bien? Est-ce qu'on a assez de patients? Voilà. Donc, je conclurai là-dessus. J'espère que je suis à peu près dans les temps. J'ai essayé de vous faire assez rapidement le compte-rendu de ces 2 études qui sont terminées il y a moins d'1 heure. Et donc, voilà, je te laisse la parole, Franck, pour… Merci, Jérôme, parce que c'est quand même un exercice pas facile. Les recos sont tombés il y a quelques heures, même pas. Il y a un pavé de plus de 100 pages et de faire ce résumé-là 2 heures après, c'est vraiment super. Alors, on va faire 2 petites questions. Tu peux départager ton écran. Est-ce qu'il faut implanter donc, les bradycardies nocturnes? Alors, c'est une question qui a été posée, donc merci de la poser. Elle a été posée et donc ce qui ressort, c'était le chiffre de 6 secondes pour les asymptomatiques de manière générale. Et Christophe Leclerc, il a répondu ceci à cette même question. Il a dit non, il faut vraiment implanter les gens symptomatiques. Il a dit moi, donc c'est lui qui parle, je suis à moins de 30 la nuit et je ne veux pas qu'on m'implante. Donc voilà, je sais pas, ça répond à la question. Donc, non. Donc globalement, il ne faut plus implanter les secondes qui sont asymptomatiques. Voilà. Pour être asymptomatique, il faut vraiment implanter sur plus de 6 secondes. Voilà, c'est ce que disent les recommandations. Après, oui, c'est la notion qu'on avait. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire les pacemakers avec l'écho guidé maintenant, alors pour les sondes de pacemaker? Les ponctions, oui, je n'ai pas eu le temps d'en reparler. La façon de ponctionner. Alors, ce qui a été préconisé, c'était l'acéphalique en premier, puis ensuite l'axillaire. Donc, pas la sous-clavière, en première intention. L'écho guidé, la question a aussi été posée. En fait, ça peut avoir un intérêt sur la jugulaire, mais sur la sous-clavière, c'est un petit peu compliqué à faire, tout en respectant bien la sepsie. Moi, en tout cas, si je devais répondre personnellement, je ne m'en sers pas du tout. Visiblement, ça n'avait pas l'air d'être la règle pour les gens qui étaient sur le plateau. D'accord. Bon, il nous reste une petite minute, Jérôme. Si on résume, là, est-ce que demain, à partir de lundi, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans ta pratique? Alors moi, j'ai trouvé intéressant le fait qu'ils nous disent qu'on peut éventuellement passer en IRM un patient qui a une sonde abandonnée, parce que jusqu'à présent, quand j'avais un patient à qui je devais changer un pacemaker et qui avait une FA, qui était passé en FA permanente, je lui mettais maintenant un double chambre pour pouvoir rester IRM compatible. Donc peut-être que je pourrais lui remettre un simple chambre comme je le faisais et mettre une sonde abandonnée. Je ne sais pas encore si on ira, mais enfin, en tout cas, c'est une première chose qui pourrait changer. Après, c'est vrai qu'on a vu, il y a une petite tendance à pousser pour une ablation du nœud et une mise en place d'un pacemaker chez un patient qui a une FA rapide. Quand on fait ça, il y a une petite tendance, donc c'est monté en classe 1 pour resynchroniser. Donc peut-être, je vais réfléchir si on ne fera pas un peu plus souvent
de la resynchronisation plutôt qu'une simulation VDSL. Voilà. Ok, eh ben, merci à vous tous parce que on a beaucoup de compliments des orateurs pour avoir suivi un peu ce best-of de la journée de dimanche donc de l'ESC. Vous étiez de plus de 150 en live. Dès demain, vous aurez donc la 4e quotidienne de l'ESC avec Géraldine Gibaud-Gentil, Loïc Bell et Romain Boulestro qui feront un résumé donc de la dernière journée de cette ESC donc le lundi. Et vous pourrez suivre donc le replay pour ceux qui n'ont pas pu le voir sur le site du CNCH dès demain. Et donc, bonne soirée à tous et à bientôt. Et merci à Jérôme et à Radon. Au revoir. Merci.